Vous avez compris que c'est le système scolaire que je dénonce à longueur de podcast. Mais on peut parfaitement analyser ce système sans aucune idéologie. C'est ce que j'avais fait dans un très vieux billet de mon blog. Je vais le reprendre. La plupart des systèmes politiques et sociaux dans lesquels nous vivons sont nés au XIXe siècle, dans les débuts de l'ère industrielle, et se sont appuyés sur des théories scientifiques et au nom de la rationalité. Commençons par Descartes. Celui-ci trouvait qu'il était malaisé de s'y reconnaître dans l'exposé des sciences de son époque. Par exemple, entre 1596 et 1650, sous le règne de Louis XIII, il y avait eu la loi du mouvement des planètes de Kepler, mais aussi le procès de Galilée, l'invention de la machine à calculer de Pascal, la découverte de la circulation sanguine, etc. Mais on en a fait un art confus qui embarrasse l'esprit, disait Descartes. Sa méthode était donc un outil personnel qui devait permettre de mieux comprendre, de mieux réfléchir, de mieux découvrir les lois physiques, mathématiques, etc., en tant que savant. Elle concernait donc la construction du savoir. Et c'est vrai que parmi ces énoncés, on retrouve diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Ou encore, conduire par ordre mes pensées en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés. Dans un laboratoire ou une entreprise, il me semble que cela s'exprime ainsi. Comment poser et solutionner un problème. Mais la méthode de Descartes décrivait essentiellement comment lui pensait construire certains savoirs. C'était lui son propre maître, mais pas forcément comment se transmettent et s'utilisent les savoirs. Ce qu'il tentait de rationaliser, c'était la réflexion, la production de la pensée, des théories, dont on ne sait pas à l'avance ce qu'elles seront. Cette approche, qui a donné le qualificatif de cartésien, a dominé le monde scientifique jusqu'au XIXe siècle, comme avec Claude Bernard et la méthode expérimentale. Mais, avec l'explosion industrielle et scientifique, les principes de la thermodynamique, l'étude des systèmes qui se développent au XXe siècle avec la cybernétique, se détachent alors, pour aborder les problèmes complexes, d'autres approches dont la démarche qui est un peu opposée à l'approche analytique de Descartes. Il s'agit, entre autres, de l'approche systémique. Et est né un autre discours de la méthode d'Edgar Morin. Grosso modo, l'approche systémique qualifie une méthode d'analyse, d'appréhension d'un système complexe, privilégiant l'approche globale par rapport à l'étude exhaustive des détails. Il y a également l'approche structuraliste et probablement bien d'autres, ce qui fait d'ailleurs que l'on a pu élaborer des théories qui auraient paru irrationnelles sous Descartes, comme par exemple la physique quantique ou la relativité. Ces nouvelles approches se sont surtout développées au cours du XXe siècle lorsque l'on s'est attaqué à la compréhension des systèmes vivants. Biologie, biologie cellulaire, neurologie, écologie, etc. Alors que les siècles précédents s'étaient beaucoup plus focalisés sur la compréhension des phénomènes physiques. Or, lorsqu'on se penche sur l'école et un système scolaire qui concerne des enfants, c'est bien du vivant dont il s'agit. Autrement dit, la façon dont les enfants construisent leur savoir
qui n'est que la tentative de compréhension du monde, ne s'effectue pas de façon cartésienne. Excellent choix. Viens, suis-moi. Devenir géant si tu veux, voler, cultiver des yeux, eh bien tu peux tout faire avec la science. Si tu veux te changer en métal, te faire pousser cornes ou pétales, mets-toi donc en danger avec la science. J'ai tellement soif d'étudier, je cherche un copain affamé, prêt à avaler n'importe quoi pour la science. Tu ne devrais pas manger ces trucs-là, en vieux fromage tu te changeras, mais j'aimerais quand même que tu essaies. Venons-en au taylorisme qui découpe, lui, rationnellement le travail. Il avait déjà commencé à s'élaborer avec Vauban, à la fin du XVIIe siècle, qui en est un des pionniers avec ses travaux sur le chronométrage des temps de terrassement ou sur les effets de la surveillance sur les travailleurs. Taylor, lui, ne s'attaquait pas au savoir ou à l'organisation de la réflexion individuelle, mais à l'organisation du travail de telle façon à améliorer la production d'un objet précis et déterminé, c'est-à-dire améliorer le rapport entre le travail collectif et ce qu'il doit produire, c'est-à-dire le rendement. Il a poussé plus au bout ce qu'on a appelé une rationalisation du travail. Décomposition de la réalisation de l'objet final à obtenir en tâches élémentaires faciles et rapidement exécutables. Analyse de chacune des opérations à exécuter où l'on précise ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, le temps nécessaire pour le faire. Le résultat est fondé sur la succession continue et dans l'ordre de ces tâches. Il faut rajouter que dans la rationalisation taylorienne, il y avait aussi le principe de baser le salaire de l'ouvrier sur le rendement obtenu afin de motiver le travail lui-même. En termes scolaires, cela s'appelle des notes. Ford a ensuite rajouté la production de masse, la standardisation et le travail à la chaîne. On produit des objets en masse, mais identiques, et le dit objet est placé sur une chaîne, et c'est lui qui passe de poste en poste avec des ouvriers différents, avec chacun une tâche différente, pour que sorte, au bout de la chaîne, une bagnole rigoureusement identique à toutes les autres. Les intentions de ces illustres personnages n'étaient pas forcément mauvaises. Ford pensait qu'ainsi, il allait contribuer à l'élévation du niveau de vie et du confort de ses ouvriers, ne serait-ce qu'en abaissant de façon extraordinaire les coûts, en permettant ainsi l'achat au plus grand nombre. La chaîne à tes pieds, ton corps se déchaîne, s'enchaînent tes journées. Travail à la chaîne, la chaîne à tes pieds, ton corps se déchaîne, s'enchaînent tes journées. Et pendant que d'autres pensent à leur gueule, cherche le bonheur qui comblera leur cœur. Tu travailles à la chaîne et c'est la merde autour de toi. Ça fait bien longtemps que La plupart des systèmes éducatifs nationaux ont été aussi élaborés à la fin du XIXe siècle. On peut supposer qu'ils ont pu être influencés à la fois par le taylorisme et la nécessité d'une instruction de masse. Le système français découle aussi de l'enseignement organisé par les jésuites autour du Ratio Studiorum, en français le plan des études, qui précisait de façon exhaustive ce qui devait être su et la façon dont cela devait être appris, ainsi que toutes les étapes. Les frères de l'école chrétienne ont repris ce type d'organisation, et l'école de Jules Ferry a conservé le même modèle.
Il faut observer que l'objectif des jésuites était de produire un type de missionnaire et de dirigeant bien prédéterminé et formaté. La sélection était d'ailleurs ouvertement de mise. On ne pouvait pas suivre, on était exclu. Il suffit de considérer la façon dont est toujours organisé le système éducatif pour constater la similitude quasi parfaite avec les organisations tayloristes ou fordistes. Produit standardisé à obtenir en fin de chaîne. Bac, socle commun. Découpage en tâches à exécuter dans chaque maillon, chaque classe. Dans une succession continue, programme, par des ouvriers spécialisés dans chacune de ces tâches, prof. Dans un temps donné, découpage scolaire, emploi du temps, etc. Le système scolaire est donc bien une chaîne du même type que les chaînes industrielles. On a donc découpé ce qui devait être greffé au cours de la chaîne, le contenu d'un diplôme, sur des objets appelés élèves, qui doivent être standardisés pour que puissent prendre les greffes exécutées de la même façon sur tous les objets. À la sortie de la chaîne éducative, c'est donc ce que l'on a découpé en tâches, le programme, qui doit en ressortir greffé sur ce qui s'appelle alors un bachelier. Et cet objet est bien entendu un enfant, puis un adolescent. Son nom exact est élève. Cela a aussi été clairement annoncé lorsque les politiques précisent leurs objectifs, comme par exemple 80% de réussite au bac. Papa, tu l'auras, ton bac, si t'as bien travaillé. Et au pire, s'il te passe sous le nez, chez McDo, tu iras travailler. Hey! T'inquiète pas, papa, tu l'auras. Ton bac, si t'as bien travaillé. Et au pire, s'il te passe sous le nez, va chez Quick, ils vont t'embaucher. Hey! T'inquiète pas, papa, tu l'auras. Ton bac, si t'as bien travaillé. Et au pire, s'il te passe sous le nez, KFC, il cherche des employés. Hey! T'inquiète pas, papa. Et ceci avec le traitement de tous les impondérables qu'une chaîne de montage doit résoudre. Il est indispensable que dans chaque maillon de la chaîne, les objets humains à greffer soient tous rigoureusement semblables, même âge, même niveau, et que la greffe puisse prendre. C'est le principe. Il faut donc qu'il y ait un contrôle de qualité continu à la sortie de chaque maillon de la chaîne. C'est la succession de contrôles scolaires. Normalement, si une pièce est défectueuse en cours de montage, elle va au rebut. On ne la laisse pas dans le même poste puisque le défaut est advenu dans ce poste. La même opération provoquant évidemment le même défaut. Que faire alors des rebuts de la chaîne éducative? Les faire redoubler? Et comme dans la chaîne industrielle, cela s'avère inutile. Les faire passer quand même dans la classe suivante? Impossible, ils en perturberaient le déroulement. Les démonter pour tout recommencer à zéro? Également impossible, et de toute façon, cela coûterait trop cher. Alors, comme jeter nos objets humains à la poubelle ne peut pas se faire, on a créé des bifurcations dans des chaînes complémentaires où l'on tâche de leur trouver une utilité. Mais on ne sait plus trop quoi faire non plus des objets conformes obtenus qui ne sont pas vendables sur le marché. Si on a pu standardiser l'objet à greffer, le bac, on ne sait plus trop à quoi il est destiné et surtout ce n'est plus un objet vendable, un objet du marché. Bref,
Le système éducatif, c'est bien cela, même pas caricaturé. Nous butons sur 2 problèmes que tout scientifique peut facilement identifier. Si un savoir peut éventuellement se décomposer, l'apprentissage de ce savoir, lui, dépend d'une multitude de paramètres et est différent suivant chaque individu qui apprend. Il n'y a même pas besoin d'être scientifique pour le savoir. Ensuite, dans une chaîne éducative, il n'est pas possible de faire autre chose que du travail à la chaîne. Elle est donc incompatible avec une autre conception qui pourrait être celle des pédagogies alternatives, avec des enfants tous différents dans chacun de ces maillons. Les tentatives de prise en compte d'autres paramètres, il s'agit des réformes successives après 68, ont provoqué des phénomènes de rejet quasiment mécaniques. En ce sens, les décisions simplistes, pour ne pas dire simplettes, de la succession de ministres ont une certaine cohérence en dehors de l'idéologie qu'elles traînent. Ils tentent de faire fonctionner la chaîne en jouant sur la simplification de l'objet à atteindre, socle commun, la simplification et la standardisation des tâches, BA-BA, la standardisation des objets humains passant dans les maillons, augmentation des contrôles de niveau avant chaque passage au maillon suivant, groupe de niveau aujourd'hui, répétition et mécanisation des actions, les opérations à partir de la maternelle, calcul mental, dictée, la standardisation de ces actions, obligation à chaque enseignant de faire à peu près la même chose, la complication et la multiplication et l'automatisation des dérivations, filières diverses. Il faut donc tenter d'alimenter la chaîne éducative de telle façon qu'elle fonctionne sans que l'on ait à la toucher, elle. Si elle continuait de fonctionner, cela pourrait arranger une certaine vision de la société en réapprovisionnant exactement l'économie de la masse de travailleurs dociles dont elle a besoin et surtout qu'elle pourrait réorienter suivant ses intérêts. Rôle des filières, rôle des pédagogies de la coercition, rôle des filtres, etc. Le problème étant cependant que l'économie ne fonctionne plus pour les besoins d'une société, elle serait alors acceptable, mais pour alimenter des entités financières. Et même pour cela, notre chaîne éducative arrive de moins en moins à fournir ce que nos dirigeants attendent d'elle. Conclusion. La seule façon raisonnable de prendre le problème serait de ficher en l'air ce système éducatif et d'en concevoir un autre qui ne serait plus tayloriste et surtout avec une autre finalité. Donc, fondé sur d'autres principes de la construction des savoirs que ceux que l'on a cru pertinents depuis que l'on a eu besoin de concevoir un système. C'est du moins ce qu'on ferait dans une entreprise. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait pas mal d'entreprises qui ont abandonné le taylorisme depuis longtemps. Y a-t-il de l'idéologie dans tout cela ? J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.